Merci d'écouter l'Office de radio et télévision du Mali. Il est 7h à Bamako. Le journal. Oumar Moussa Traoré. L'accueil du 3 mai 2023. Bonjour et bienvenue. Ciel dégagé sur Bamako où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 27 degrés affichés en ce moment pour une maximale de 42 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, promouvoir la recherche en sciences de l'information et de la communication dans notre pays. Voilà l'enjeu de la toute première édition de la Journée scientifique de l'information et de la communication qui s'est ouverte hier à Bamako. Cet important forum scientifique qui regroupe les chercheurs et les professionnels des médias coïncide avec la Journée internationale consacrée à la liberté de la presse. Et puis la chronique de l'environnement dans le rendez-vous du mercredi à Guibou Koulibaly évoque aujourd'hui l'impact des déchets plastiques sur la santé et l'environnement. Enfin, en sport, football, le torchon brûle entre les hommes en noir et la Fédération malienne de football. En effet, les arbitres, à travers l'ère amicale, décident de suspendre leur participation aux compétitions nationales jusqu'à nouvel ordre suite à l'agression récente d'un des leurs. Et puis, quand des cadets, le Sénégal est le premier pays qualifié pour les quarts de finale après sa large victoire hier face au pays hôte l'Algérie, 3-0. Le Mali doit négocier demain sa deuxième sortie face au Cameroun après sa victoire lors de la première journée contre le Burkina Faso. Toute cette actualité sportive sera développée par Alidou Matina. Voilà pour le sommaire. Réunion à la primature hier entre la Troïka du groupe exécutif de coordination et le Premier ministre. Au centre de cette rencontre, l'appui des partenaires aux stratégies de développement du Mali, la redynamisation du dialogue entre le gouvernement et la Troïka et enfin les conséquences de la mise en œuvre des nouvelles procédures pour les ONG internationales. À la fin de la rencontre, le chef de file des partenaires techniques et financiers a fait l'économie de ces échanges. Il est au micro de Aloussine Touré. Nous sommes dans le cadre du GIEC, le groupe exécutif de coordination. Et moi, en tant qu'ambassadeur de Danemark, je suis le chef de file pour l'année 2023. Mais il y a un troïka qui a rencontré le Premier ministre et le ministre de la Réconciliation et autres responsables dans les différents ministères pour voir comment les partenaires techniques et financiers peuvent appuyer le gouvernement dans la mise en œuvre des stratégies et des priorités, dans la bonne mise en œuvre de toutes les procédures de la transition pour une transition réussie. On a évoqué la volonté des partenaires de soutenir les processus d'élection dans les différents domaines. On a soulevé aussi quelques questions sur les nouvelles stratégies du pays pour assurer que les Maliennes et les Maliens aient les possibilités de s'insérer dans l'économie et survivre dans un contexte qui est assez difficile. Son Excellence, le Premier ministre, a accueilli très positivement les suggestions. Il a dit que c'est très important pour le gouvernement aussi de trouver les moyens de travailler avec les partenaires techniques et financiers. Il y a beaucoup de défis qui se posent devant le pays. Il faut travailler ensemble pour lever les défis, pour trouver des solutions aussi. Et pour cela, il a donné en tant que mission pour les ministres du gouvernement de s'engager avec les partenaires techniques et financiers pour les différentes questions qui ont été soulevées lors de la réunion, pour trouver des solutions et regarder dans le dialogue comment est-ce qu'on peut faire face aux défis, aux priorités du gouvernement aussi. Voilà, l'ambassadeur du Danemark au Mali, non moins chef de file des partenaires techniques et financiers à l'issue de la rencontre qui a eu lieu hier à la primature entre la Troïka du groupe exécutif de coordination et le Premier ministre. Des propos recueillis par Aloussine Touré. Ouverture hier après-midi de la première session ordinaire du Conseil économique social, du Haut Conseil des collectivités, au titre de l'année 2023. Au cours de cette session qui dure 30 jours, les conseillers nationaux vont examiner et donner leur avis sur des projets de textes régissant la vie de la nation et procéder au renouvellement de leur bureau. Le point avec Soumaïla Berti. Cette première session ordinaire du Haut Conseil des collectivités au compte de l'année 2023 se tient au moment où le train des réformes politiques et institutionnelles sous la transition est sur les rails. Une institution qui est au cœur de ces réformes et parmi tant d'autres.
Au regard de l'immensité des défis du pays et de la transition, le président du Haut Conseil des collectivités a touché du doigt les dossiers les plus urgents. Mamadou Satigui Diakité, président du Haut Conseil des collectivités. En filigrane du contexte du moment, je me permets de relever et surtout d'insister sur les grands chantiers de la transition qui doivent mobiliser notre intelligence et nos ressources. Il s'agit de défendre l'intégrité du territoire national et la souveraineté de notre pays contre les attaques groupées et perfides d'ennemis hybrides, de sorte à protéger les citoyens et leurs biens d'une part et à leur permettre de vaguer à leurs occupations quotidiennes en toute quiétude d'autre part. Conduire des réformes politiques et institutionnelles indispensables aux fins de conférer à notre démocratie le confort qui sied pour consolider ses fondements et mettre définitivement notre pays à l'abri des affres et des turbulences politiques et institutionnelles à répétition. Concernant l'organisation des élections générales à venir, le président du Haut Conseil des collectivités affirme que les conditions se mettent progressivement et résolument en place, faisant allusion à la mise en place des legs et de la disponibilité des cartes biométriques sécurisées. Il faut se souvenir qu'en octobre 2022, le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, a nommé par décret les 15 membres du collège de l'autorité indépendante de gestion des élections, connu sous son acronyme EIGE. Et le 10 janvier dernier, le président de la transition procédait à l'installation dans leurs fonctions des membres de EIGE. Un autre événement majeur est à mettre en parallèle à l'installation de la commission indépendante de gestion. Il s'agit de la récente mise à jour des données NINA, avec en ligne de mire la production de la nouvelle carte d'identité biométrique sécurisée. Face aux tentatives de certaines puissances étrangères d'isoler notre pays sur la scène internationale, le président du Haut Conseil des collectivités pense que c'est peine perdue. La voix du Mali continuera de résonner dans l'arène internationale, dit-il, avant de se féliciter des choix stratégiques opérés par les autorités de la transition. La voix du Mali continue de tonner dans l'arène internationale et les vaines tentatives d'ostraciser notre pays s'effondrent d'elles-mêmes. Chaque soir, en regardant les actualités télévisées, on est surpris par le nombre d'officiels et de personnalités étrangères qui sont reçus par les différentes autorités de notre pays. Pour un pays dont on s'évertue à faire croire qu'il est isolé, le balai diplomatique est tout simplement vertigineux. Et parlant de ceux qui clament sur tous les toits que la montée en puissance de l'armée malienne relève de la propagande, Mamadou Satigui Diakité estime qu'ils sont dans le déni. Chaque jour qui passe voit la capacité opérationnelle des femmes se renforcer et inscrire de brillants faits d'armes à leur tableau de chasse. Sur les différents théâtres d'opération, les groupes armés terroristes sont défaits. Ils sont en débandade et ont du mal à trouver un trou pour se cacher. Enfin, le président du Haut Conseil des collectivités s'est dit soucieux de la sécurité de nos compatriotes établis à l'extérieur et suit avec attention l'évolution de la situation sociopolitique au Soudan et en Tunisie. Il salue l'intervention du gouvernement pour sa diligence dans le rapatriement de nos compatriotes. Je vous le disais en titre, promouvoir la recherche en sciences de l'information et de la communication. Voilà l'un des objectifs de la journée scientifique de l'information et de la communication qui s'est ouverte hier à Bamako. Cette journée première du genre est organisée par l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication. Il s'agit à travers cet espace de créer un cadre d'échange entre universitaires et professionnels des médias autour de thématiques. Le thème retenu cette année est « Médias et géopolitique. Quel rôle pour les acteurs de l'information et de la communication en période de conflit ?» Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture avec Modibo Mariko. Comment trouver sa voie dans un monde en pleine crise, aussi bien institutionnelle qu'idéologique, mais surtout comment arriver à distinguer la vraie information de la fausse au moment où chacun tire la couverture sur soi. À la faveur de cette première journée scientifique, l'École supérieure du journalisme et des sciences de la communication met la problématique à la réflexion à travers les thèmes médias et géopolitique. Quel rôle pour les acteurs de l'information et de la communication en temps de crise et de conflit? Aboubakar Abdoulwahid Maïga, directeur général de l'École supérieure du journalisme et des sciences de la communication. Les JOSIC visent à renforcer les échanges scientifiques entre les universitaires,
les professionnels des médias et de la communication, les décideurs publics et les acteurs des ONG, africains comme étrangers. L'objectif principal est de promouvoir la recherche en sciences de l'information et de la communication au Mali. En d'autres termes, il s'agira aussi pour les participants à cette journée de travailler à la constitution et la prospection des stratégies adaptées à nos réalités, ce qui demande à tout et chacun de prendre de la hauteur en vue d'une analyse propre. Maître Aruna Touré, ministre de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Votre rôle premier, en lien bien entendu avec le thème très évocateur, consistera à savoir identifier l'information vraie, constructive, formatrice de la conscience de nos citoyens. De l'infocide, comme le génocide, qui crée, comme vous le savez, la guerre sans la déclarer, qui tue, qui manipule, qui déshumanise, qui viole les droits humains. Vos débats contribueront, sans nul doute, à la construction morale et intellectuelle de nos citoyens. Professeur Amadou Keïta, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ces journées posent le débat du parallèle entre médias et géopolitique et entendent interroger le rôle des acteurs de l'information et de la communication en temps de crise et de conflit. Au-delà de l'ambition d'offrir un cadre scientifique à l'enseignement des sciences et techniques de l'information et de la communication, ces journées s'insèrent dans une actualité brûlante de notre pays et du monde. Journalistes, chercheurs, hauts cadres de l'administration du Mali et d'ailleurs ont ainsi des jours pour réfléchir et faire des recommandations pour bien inspirer les décideurs au moment de la prise de décision. À travers une quarantaine de communications suivies des débats, on est en droit d'espérer des propositions et des recommandations permettant un changement de cap qualitatif de l'information et de la communication en période de crise. Un mot de l'actualité à l'étranger, direction Soudan, où un accord de principe pour une trêve de 7 jours est obtenu entre Al-Bourhan et Emeti, selon le Soudan du Sud. En effet, les dirigeants de l'armée et des forces paramilitaires en guerre au Soudan ont convenu d'un cessez-le-feu du 4 au 11 mai. L'accord est intervenu lors d'un échange avec le président sud-soudanais Salva Kiir. La communauté internationale s'alarme d'une situation qui vire à la catastrophe, alors que les précédentes trêves n'ont pas été respectées. Dans le même temps, les combats faisaient rage hier au Soudan. Les violents affrontements à Khartoum et dans d'autres régions, en particulier au Darfour, ont fait plus de 500 morts et 10 fois plus de blessés selon les bilans largement sous-évalués. Un homme soupçonné d'être armé d'un couteau et qui s'était approché des grilles du palais de Buckingham avant de jeter les cartouches de fusil présumés dans le parc a été arrêté hier à Londres. C'est ce qu'a déclaré la police de Londres. L'arrestation qui a eu lieu vers 19h local, 18h GMT, survient quelques jours avant le couronnement samedi du roi Charles III, auquel doivent assister les souverains et les dirigeants de la planète. La page sport dans un instant. Une page sport qui est animée comme tous les mercredis par Aridou Matina. Bonjour Aridou Matina. Bonjour Omar Moussa. Alors, football, les arbitres, à travers leur amicale, décident de suspendre leur participation aux compétitions nationales jusqu'à nouvel ordre suite à l'agression récente d'un arbitre. Oui, depuis quelques jours, toutes les compétitions au plan national sont arrêtées. Une décision prise par l'amicale des arbitres du Mali suite à l'agression d'un arbitre lors du match de quart de finale de Coupe du Mali entre le Stade malien de Bamako et l'USFAS en vue de trouver un terrain d'entente afin que les compétitions reprennent. La Fédération malienne de football, à travers sa commission centrale des arbitres, dirigée par Sidi Bekaï Makassa, a rencontré hier l'amicale des arbitres. Finalement, il n'y a pas eu un compromis entre les deux parties. Conséquence, les supporters, les joueurs, voire les dirigeants devront prendre leur mal en patience. Alors, sur les stades, cette fois-ci, CAN des cadets en Algérie, la deuxième journée des matchs de poule a commencé hier. Et déjà une première équipe qualifiée pour les quarts de finale, il s'agit du Sénégal. Oui, le groupe A de la 14e CAN des moins de 17 ans a livré son match phare hier au compte de la deuxième journée. L'affiche était Algérie-Sénégal, tous vainqueurs lors de leur première sortie. Et dans ce choc, l'équipe victorieuse allait ainsi obtenir son billet pour les quarts de finale. Finalement,
Ce sont les cadets sénégalais qui ont réalisé la bonne affaire en s'imposant 3-0 devant le pays hôte. Du coup, le Sénégal s'est qualifié pour les quarts de finale. L'autre rencontre de ce groupe entre le Congo et la Somalie, les deux perdants de la première journée. Cette rencontre s'est achevée par le nul d'un but partout. Ce mercredi, il y aura la deuxième journée, cette fois-ci dans le groupe B. Le Nigeria jouera contre le Maroc, le duel des deux vainqueurs de la première journée, et l'Afrique du Sud sera face à la Zambie. Ces deux formations avaient été battues lors de leur première apparition. La deuxième journée prend fin demain mercredi avec la rencontre du groupe C Mali-Cameroun. Les Aiglonnais victorieux lors de leur première sortie n'ont besoin que d'un nul pour se qualifier pour les quarts de finale. Mali-Cameroun, c'est demain jeudi. Alors, changeons de discipline à présent. Tour cycliste du Bénin, la première étape a été courue hier. Oui, cette première étape du 18e Tour cycliste international du Bénin a été courue entre Parakou et Djoukou. Longue de 132 km, l'étape a vu la victoire du Marocain Ashraf, suivi du Burkinabé Suleiman Koné et du Camerounais Clovis Abosolo. Prévu en 6 étapes, la compétition de la Petite Reine au Bénin s'achève le 7 mai prochain. Enfin, à Radio Matina, les commentaires vont bon train dans la presse espagnole après la sanction infligée par le PSG à Lionel Messi. Après son déplacement en Arabie Saoudite lundi, sans avoir informé son club, le Paris Saint-Germain, Lionel Messi a été suspendu par le club de la capitale française pour 2 semaines avec effet immédiat. Il ne va pas s'entraîner avec le groupe professionnel ni recevoir de salaire durant cette période. Alors, une situation largement commentée par les médias espagnols qui parlent déjà d'un retour imminent du capitaine argentin dans son club de cœur, le FC Barcelone. Affaire à suivre donc. Merci beaucoup, Radio Matina. Chronique de l'environnement. La chronique de l'environnement s'intéresse aujourd'hui aux déchets plastiques. La gestion des déchets plastiques est une question importante qui interpelle tous les Maliens dans la mesure où notre cadre de vie est envahi par ces derniers. En visitant la capitale, on est tout de suite impressionné par les dépôts anarchiques et l'incivisme qui n'ont d'autres conséquences que de salir notre cadre de vie et causer des inondations par endroits. Qu'est-ce qu'un plastique? Quel est l'impact des déchets plastiques sur la santé et l'environnement? Élément de réponse avec Agibou Koulibaly. Les déchets plastiques constituent un vrai problème de développement et de gestion de notre environnement. Presque toutes les localités de notre pays sont envahies par des emballages et des sachets en plastique abandonnés dans la nature après usage par les populations. C'est pourquoi ils sont devenus une menace omniprésente pour la santé publique, les moyens de subsistance et l'environnement. Diallo Oumou Modibo Keita, directrice exécutive de Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Un plastique, c'est un élément qui est non biodégradable, dont la durée de vie est assez longue concernant sa dégradation en cas d'exposition ou en cas de relation avec la terre. L'impact des sachets plastiques se manifeste en milieu rural par la dégradation des terres de culture. Leur consommation constitue un danger pour le cheptel. Oumar Lamine Diaby, fondateur et gérant du centre de recyclage et de transformation des déchets plastiques. Ça impacte sur les animaux parce que quand ça se décompose en particules, les animaux les mangent et ce qui fait que en fait, ça crée pas mal de problèmes. Et comme c'est du pétrole, le plastique est vraiment très très nocif pour la santé de l'homme. Des acteurs y ont trouvé une opportunité. Ils transforment ces déchets en objets utilitaires. Lamine Dambélé, PDG de Macro-Ouest. Pour trouver les solutions au plastique d'abord, il faut être sûr que vous avez un réseau qui peut collecter les plastiques. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont ouvert leurs portes pour les PET, les H2PE, les PPE, toutes sortes de plastiques qui sont réutilisés ici au Bamako pour faire des chaussures, pour faire des seaux, je sais pas. Pour que ces solutions peuvent être durables, il faut que l'État intervienne. Les déchets plastiques ne se dégradent pas aussitôt. Ils restent pour longtemps. Les estimations sur la durée de vie du plastique vont de 450 ans à l'infini. À défaut donc de pouvoir arrêter leur fabrication et leur utilisation, il est nécessaire de multiplier les efforts pour les rendre utiles en les recyclant. Les secteurs publics et privés doivent travailler de concert pour la gestion des déchets plastiques.
Voilà, à cette heure passée de 19 minutes à Balamasala se referme cette édition. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré, à la mise en onde il y avait Mamadou Boubacar Diallo. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos, 13h. Vous retrouverez Tenema Monikata. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Mahamadou Keita, les avis et communiqués avec Doudou Timbili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Cheikh Omar Traoré. Excellente suite de programme sur l'ORTM.